Massa el Khair. Bienvenue dans L'Orient la nuit, le rendez-vous de ceux qui veillent. Un podcast réalisé par Anthony Samrani, Stéphanie Khouri et la rédaction de L'Orient le jour depuis Beyrouth. Et si on créait un journal ? Cette question, Georges Nahash la pose à son ami Gabriel Khabbaz, alors qu'il a 22 ans à l'époque. Le pari semble complètement fou, on est en 1924, et quelques semaines plus tard, le 8 juillet, va paraître le premier numéro de L'Orient, qui deviendra, quelques décennies plus tard, L'Orient le jour. Et si on créait L'Orient la nuit, nous a lancé Rima Abdelmalak, notre directrice, il y a quelques semaines. Alors Beyrouth était sous les bombes, et le reste du pays aussi. On ne savait pas de quoi demain allait être fait, mais on avait envie, là encore, de se lancer dans ce nouveau défi. Vous l'aurez compris, L'Orient la nuit est à L'Orient le jour, ce que la nuit est au jour, à la fois son prolongement naturel et en même temps un autre monde. Un monde de silence, un monde de complicité, un monde de moments intimes, de conversations peut-être plus sincères, où on peut se dire tout ce qu'on ne raconte pas tout au long de la journée. Alors cette émission, ce podcast, ce n'est ni un journal, ni une émission de radio traditionnelle, ni une série d'entretiens politiques ou géopolitiques. C'est un moment très particulier, un moment pour parler, pour s'écouter et pour essayer peut-être ensemble, dans ce contexte très particulier, de penser nos plaies. Je m'appelle Anthony Samrani et j'ai la chance ce soir d'animer le premier épisode de ce podcast avec mon amie et collègue Stéphanie Khouri. Bonsoir Stéphanie. Pour ce premier épisode, on a choisi de vous parler de santé mentale. Qu'est-ce que la guerre fait à nos esprits ? Comment petit à petit, insidieusement, en silence, elle s'installe en nous. Au début de cette guerre, Anthony, tu me disais, cette guerre-là, elle va être un tournant pour chacun d'entre nous. À ce moment-là, quand tu m'as dit ça, j'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire. Presque 2 mois après, je remarque que même les plus solides d'entre nous, même les plus préparés, les plus usés par la vie, ont perdu leur repère. Au moment où on enregistre cette émission, il y a un cessez-le-feu précaire au Liban. On sait qu'il peut rompre à tout moment. On est sur un fil, un peu à l'image de ce pays et de nos vies suspendues. On passe notre temps à attendre la fin d'une crise jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle. Comment ne pas devenir fou ? C'est une expression qu'on entend beaucoup. Rahjen, rahnjen. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça dit de nous ? Ce soir, nous ne parlerons pas de folie au sens médical. Il ne s'agira pas de poser un diagnostic. Non, ce soir, nous vous proposons de réfléchir ensemble à ce que la guerre dérègle à l'intérieur. C'est ce dérèglement intime, mais aussi à l'échelle collective, que nous vous proposons de sonder ensemble ce soir. Alors voilà, nous sommes dans une vieille maison libanaise des années 30, en plein milieu de Beyrouth, et nous avons le plaisir d'accueillir comme première invitée Neyla et Cherif Majdalani. Neyla, vous êtes psychothérapeute et psychologue clinicienne. Vous vous intéressez à tout ce qu'on ne voit pas, les blessures intimes, les traumatismes collectifs, les mécanismes invisibles qui façonnent nos vies. Cherif Majdalani, vous êtes romancier, vous avez écrit de nombreux romans, dont le dernier est probablement votre plus intime, Le nom des rois, paru en 2025 chez Stock, et qui vous a valu d'être sélectionné sur la liste des potentiels vainqueurs du prix Goncourt. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Anthony. Bonsoir Stéphanie. Dans une deuxième partie d'émission, on poursuivra la conversation avec 2 autres invités. Le chanteur et compositeur Mathieu Chédid qui sera avec nous en direct depuis la France et le compositeur, producteur Khaled Mouzannar qui est avec nous également ce soir à Beyrouth. Ils nous ont préparé une petite surprise, un grand cadeau qui sera diffusé avec nous pour la première fois ce soir. Neyla, Cherif, la première question que j'ai envie de vous poser ce soir, elle est assez banale et pourtant je pense qu'elle dit beaucoup de choses dans ce moment tout à fait particulier. C'est finalement comment allez-vous ? C'est quoi aujourd'hui votre état mental ? C'est quoi aujourd'hui votre quotidien ? Est-ce que vous arrivez à dormir la nuit ? Est-ce que vous arrivez à digérer cette guerre que nous, personnellement, en tout cas je vais parler pour moi, cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est la goutte de trop. Et moi, je dirais que je la vis très mal. Je vais mal, je vais pas bien. Je vais mal parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais digérer.
Je ne sais pas ce que j'ai mangé, je ne sais pas ce que j'ai avalé pour savoir ce que je dois digérer et quelles sont les enzymes qui vont me permettre de digérer ce qu'on nous fait avaler, qui est totalement indigeste. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas vers où on va. On a perdu tous nos repères et on ne peut pas aller bien dans cette situation, si on veut être vraiment honnête. C'est encore plus fort qu'avant? Moi, je ne vais pas bien pour une raison qui n'est pas que c'est plus fort que la fois d'avant. Déjà, le fait de dire la fois d'avant, c'est ça qui... C'est le retour du même, en fait, qui était à la limite précisément de... Non, n'a pas me rendre fou, hein, mais j'ai trouvé que c'était particulièrement pénible de revivre exactement un même scénario cauchemardesque 2 années après, mais dans les mêmes termes, dans la même... Et tout ce qui était cauchemardesque revient, et quand on sait très bien combien le sentiment de déjà-vu est quelque chose de perturbant, le sentiment de déjà-vu, mais qui est toujours très éphémère. Là, c'était un sentiment de déjà-vu qui se prolongeait, et qui évidemment, c'est un déjà-vu absolument détestable. Et ça, c'est... Alors, je ne vais pas mentir en disant que moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écrit, et ça me permet d'avoir un peu de recul sur tout ça, donc j'arrivais à gérer. Mais dès que je me rendais compte que j'étais en train de revivre aujourd'hui, et ce qu'on avait pensé qu'on ne revivrait plus, je me sentais vraiment mal. Comment ça se manifestait, ce mal-être? Ça se manifeste d'abord par un sentiment de lassitude très profond. Et par moments, les symptômes d'une dépression, c'est dire, bon, ben, ça suffit, qu'est-ce que je fais? Et en essayant de regarder des solutions possibles pour échapper à cette espèce de ce que j'ai écrit un livre qui s'appelait la routine du désastre, qui était la façon avec laquelle on avait appris à vivre avec la crise. Et là, il m'est arrivé d'écrire quelque chose qui ressemble. Nous sommes de nouveau dans une routine de désastre. Et c'est lassant, et donc on est souvent à la limite d'avoir envie de lâcher et de partir, en fait. C'est une des choses. À un moment donné, ma femme et moi, alors que nous sommes très, très attachés au pays, à rester, à ne jamais bouger d'ici, quoi qu'il arrive, pour contribuer à construire un pays dans lequel nos enfants pourraient continuer à vivre, à un moment donné, on s'est dit, on s'en va. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Tellement ça semblait, et c'est ce que Naïda vient de dire, ça semblait bouché. Plus rien n'était envisageable comme sortie, puisqu'on pensait à une sortie il y a 2 ans, et ça recommence. Qu'est-ce qui fait que ça va aller mieux? Et donc je pense que ça se manifestait par ça, et ça c'est accablant. C'est vraiment accablant, et c'est le sentiment de lassitude et d'accablement qui sont à la limite de la dépression, qui pouvait par moment... Bon, on se ressaisit forcément, puis il faut continuer. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Non. C'est pour ça qu'il faut continuer, en fait. Il faut continuer, et quand il faut continuer, on se tient debout. Naïla, est-ce que ça correspond aussi à quelque chose que vous observez? Vous êtes psychologue clinicienne, vous recevez tous les jours des Libanais et des Libanaises qui vivent ce qu'on vit tous. Est-ce que vous constatez une fatigue collective, un dérèglement à l'échelle du groupe? Oui, effectivement, mais ce que j'observe directement, c'est que les patients, quand ils arrivent avec un début de conversation qui est sur la situation, alors que ce n'est jamais le cas avant, mais d'un avis politique, quelque chose qu'ils ont lu, une dispute qu'ils ont eue, parce qu'il y a beaucoup de disputes actuellement. Tout le monde se radicalise d'un côté comme d'un autre, et les gens, ça devient très tendu entre eux, donc avec une dispute, etc. Et donc, toutes les séances sont en train de commencer de cette manière. Et après, vite fait, on revient à l'essentiel du travail thérapeutique et individuel. Mais ce dont je me rends compte, c'est que les problématiques deviennent beaucoup plus difficiles à gérer, ça devient beaucoup plus lourd, les mécanismes de défense non constructifs sont exacerbés, les dépressions sont beaucoup plus marquées, les efforts qui ont commencé à être mis en place se relâche, et qu'il y a une sorte d'abattement, et comme si tout le monde se lâchait quelque part, lâchait prise. Lâcher prise. Si on essaie de comprendre ce que la guerre fait à notre cerveau, à la manière dont on gère nos émotions, vous diriez que ça amplifie des problématiques déjà existantes? Est-ce que ça peut en créer également des nouvelles? Est-ce que la guerre se suffit à elle-même en quelque sorte? Bien sûr, parce que c'est un environnement qui n'est pas propice à la tranquillité et au bien-être. Donc, ça vient rajouter une couche et qui amplifie les problèmes, effectivement.
ça ne les enlève pas, ça les amplifie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, pendant les séances et dans la vie quotidienne, de parler uniquement de la guerre. On continue à parler de sa problématique, d'une part parce qu'elle existe encore, d'autre part parce que s'occuper de sa problématique est une forme d'échappatoire à la guerre. On s'accroche à quelque chose d'autre. Mais comme c'est la guerre et comme c'est quelque chose qui est absolument totalement lourd à supporter, on n'arrive pas à émerger et aller mieux. Ce que vous dites, c'est que la guerre envahit tout l'espace, problèmes. Elle prend la place, elle s'installe même si ce n'est pas thématiquement, mais dans l'ambiance. Chérif, dans ton livre, tu dis que quand la guerre civile a commencé en 1975, ton père te disait c'est comme en 1958. Aujourd'hui, on dit c'est comme en 2024. Cette question de la répétition, est-ce que ça nous donne des repères? Nous, on voit déjà qu'à notre échelle, en 2026, au journal, par exemple, on avait déjà mis en place toute une infrastructure, des mécanismes pour s'adapter à la guerre. Donc, quelque part, ça nous donne un petit peu des repères. On a déjà fait face à cette situation. Et en même temps, tu dis, ça réveille des traumatismes, ça s'ajoute. Comment est-ce que ça... Hélas, oui, ça donne des repères, mais au lieu que les repères soient mon mariage, mon diplôme, la naissance de mon premier enfant, c'est la première guerre, la deuxième guerre, la guerre de 2006, la guerre civile. Et effectivement, et ce sont des repères qui, selon une étude qui est en train de se faire aujourd'hui sur le cas du Liban, ce sont des repères qui impactent notre identité, c'est-à-dire que l'identité du Libanais qui a vécu ces guerres répétitives a une identité assez particulière à lui, qui est marquée par ces guerres répétitives et ces repères. C'est quoi cette identité? C'est un rapport... c'est quoi? Comment est-ce que vous le définiriez? C'est un rapport au temps. C'est le rapport au temps, mais qui n'est pas un temps de vie, mais qui est un temps de crise. Répétitive. La différence qu'on peut faire, c'est quand on demande à un Français de raconter sa vie, il vous dit quand mon oncle est rentré, quand je suis entré en terminale, quand j'ai eu mon bac, quand ma première année. Un Libanais vous dit lors de la première, après la fin de la guerre civile, le jour de l'explosion, après l'explosion. Donc il y a un rapport au temps individuel qui est complètement différent de celui de quelqu'un qui a vécu dans des régions pénibles. Mais pour ce qui concerne les repères, je pense aussi que vous parliez des repères dans la vie quotidienne d'une guerre à l'autre. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'effectivement, on a des repères, mais on pensait en avoir fini, quoi. C'est comme on a un outil qu'on ne veut plus utiliser, qu'on a rangé dans une armoire, on ne veut plus en entendre parler, on est obligé de le ressortir. Et là, on recommence à... c'est ça qui est le plus pénible pour moi. Ça a été le plus pénible, c'est le retour du même. Mais le même au sens strict, c'est tous les jours, on revit exactement ce qu'on a vécu il y a 2 ans, dont on pensait à s'être débarrassé. Vous allez me dire que je suis lent à la détente, mais... Je crois que je n'ai compris que durant cette guerre, ce que la guerre civile, ce que ces 15 ans de guerre civile avaient pu faire à la tête des Libanais. C'est-à-dire que là, moi qui n'ai pas vécu la guerre civile et qui ai donc vécu ces deux dernières guerres et me dire encore, je me mets à la place des gens qui... Mais combien de trêves, combien de reprises, combien de fois on peut recommencer et 15 ans Et je lisais ton livre, Chérif, pour préparer cette émission, et il m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis posé la question tout au long de la lecture. Je me suis dit, ce garçon, on dit qu'il dansait autour d'un volcan, et tu racontes ce moment de bascule au moment de la guerre civile. On a l'impression que finalement, tu as réussi à ce moment-là à gérer ça avec une forme de douceur, avec une forme... Et on se demande, oui, mais des décennies plus tard, cette guerre, comment elle a transformé ce petit garçon qui était passionné par Napoléon, passionné par les Hittites, passionné par tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait à ta tête? Mais ce qui arrive, c'est que quand ça dure beaucoup, on s'adapte tellement que ça devient ça devient notre vie, en fait. Ça devient la façon avec laquelle on doit vivre. Et ce qui était très particulier, c'est que moi, je suis parti un moment aussi en France. Quand je suis revenu, la guerre était finie, mais j'avais vécu beaucoup. La guerre, c'était très bizarre de vivre dans un pays en paix. Et je pense que les gens qui étaient là avaient continué à avoir de tels réflexes de guerre que le fait de leur dire, venez, par exemple, les gens qui habitaient à Chafi, venez, on va à Hamra veiller. Pendant un moment, il y avait un réflexe. Il y avait une façon d'être on s'était façonné sur la guerre, en fait. On avait pris, c'était un moule, la guerre, et on s'était moulé dessus. Et c'était cassé le moule, était devenu quelque chose de compliqué. Mais pendant la période de la guerre, au début, c'était
extrêmement pénible, et c'est ça qui est aussi, c'est la lassitude du recommencement. Je pense que c'était particulièrement désespérant aussi par moments. Moi, je me rappelle, même moi, gamin, comme j'étais gamin quand même, gamin, jusqu'à 17-18 ans, quand il y a eu les événements qui ont commencé, la guerre contre les Syriens, qui était la première guerre contre les Syriens en 78, ça a recommencé. Et l'idée que ça allait recommencer, bon, en plus, on était à l'école, on avait des copines, on était amoureux d'une nana, on n'allait plus la voir, mais c'était profondément désespérant, c'était désespérant. Et à 18 ans, quand on dit c'est désespérant, c'est assez dur. On remontait à la montagne et on redescendait de la montagne. Mais je crois que ce qui sauve, je pense, l'homme, Neila le dira mieux que moi, c'est on s'adapte. Et on s'adapte. Et du coup, on ne sent plus le recommencement des choses parce que c'est comme ça. C'est comme ça que ça fait. Et quand ça s'arrête, c'est là que ça devient bizarre. Avant de poursuivre la conversation, j'aimerais vous faire écouter quelques messages audio qui nous ont été envoyés par nos lecteurs. On leur a posé la question « Sommes-nous en train de devenir fous ?» Et voilà leur réponse. Comment devenir fou ou comment plutôt ne pas devenir fou quand on est loin de sa famille, devenir insensible ou plutôt ne pas devenir insensible, c'est ce qui est le plus difficile. J'ai le choix de suivre les infos, prendre des nouvelles de ma famille et avoir le cœur brisé, ou ne pas suivre, ne pas prendre des nouvelles tous les jours et me sentir comme un sans-cœur. C'est une position très difficile. Alors, pour ne pas devenir fou, je fais du sport pour me vider la tête et je me protège des infos quotidiennes, de l'infoboulimie pour constamment avoir le cœur brisé. On avait 2 vies, comme si on vivait une vie la nuit avec le stress et l'angoisse, etc. Et le matin, on se réveille comme si le cerveau, il se disloquait en 2 et il y avait l'autre partie qui était connectée au sens de la routine et le sens du devoir. Tandis que la nuit, tu te plonges dans ton angoisse au plus profond de toi et tu te lèves le matin, vraiment, il y a comme un switch comme ça et tu fonctionnes. في قلق يومي على مدار الساعة بهيدا الحرب، قلق أكتر من خوف. هيديك السنة كان في خوف أكتر لأنه بعد ما كنا عم نستوعب شو عم بيصير، مثل كأنه تمرين على شو ممكن يصير أو حياتنا كيف حتصير. بس هيدي السنة في قلق أكتر، خلص نحن بنتأكد إنه القراب منا هن مناح ومنكفي نهارنا. Ça me fait penser à un dilemme qu'on s'était posé entre amis quelques jours après le massacre du 8 avril. En fait, on habite quasiment toutes dans la banlieue sud de Beyrouth et on devait dire à tour de rôle si en cas de frappe israélienne sur notre immeuble, on préférait mourir sur le coup ou avoir une chance d'être secouru, quitte à attendre des heures, voire des jours coincés sous les décombres. Et en fait, on en avait fait un véritable débat. Chacun avait son argumentaire, chacun défendait son point de vue. Moi, je préférais, par exemple, mourir directement. D'autres préféraient attendre sous les décombres. Et en fait, il m'a fallu quelques jours pour me rappeler de cette scène et me rendre compte qu'une conversation comme ça, elle n'était pas du tout anodine, quoi. On vient d'entendre le témoignage des témoignages durs, tristes, de 2 jeunes Libanaises. Le premier en arabe, elle nous explique comment est-ce que lors de la première guerre en 2024, elle a commencé par ressentir une peur immédiate de mourir, et puis ça s'est transformé avec cette deuxième guerre en angoisse plus généralisée. Et puis les 2 sont arrivés à un niveau de cynisme et dans ce rapport à la mort, choisir comment est-ce qu'on veut mourir. On n'a plus le choix que d'accepter notre situation. Neila, vous entendez également ce genre de témoignage C'est-à-dire, en quelque sorte, oui, il y a une forme de résignation, d'acceptation d'une situation intolérable et inacceptable, évidemment. Et j'ai envie de dire que par rapport à cette situation, on n'a plus d'illusions. On a perdu l'illusion, l'espoir, quelque part, ce qu'on entend, en tout cas dans ces témoignages, ce que j'entends aussi. En revanche, on se fait des illusions qui nous permettent de vivre le moment présent. On se ment à soi-même. En même temps, on se ment à soi-même et c'est un mécanisme de défense. Il faut se mentir à soi-même pour tenir. Je ne peux pas dire il faut se mentir en soi-même, mais si c'est la façon qu'on a trouvée pour continuer à vivre et pour continuer à garder un certain équilibre, oui, de façon transitoire, faisons-le.
Comment vous faites tous les deux justement pour ne pas devenir fou? Je pense que c'est précisément ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye de continuer à mener une vie, mais alors beaucoup plus restreinte, mais dans laquelle il continue à y avoir à peu près les mêmes choses qu'il y avait avant, parce que on a, comme tout le monde, on a l'expérience d'amis qui ne veulent pas sortir, ne veulent pas parce qu'on ne peut pas sortir alors que les gens meurent, on ne peut pas sortir. Des positions de principe. Oui, c'est indécent. Et ça devient une espèce de ressassement qui fait que ces gens-là sont en permanence devant la télévision, en permanence en train d'écouter des nouvelles, en train de regarder les réseaux sociaux, et après, ces gens-là, effectivement, je pense qu'ils déconnectent complètement. Et je pense qu'ils perdent la boule. Quoi. Ils déraisonnent parfois, oui. Ils déraisonnent un petit peu, ça devient du délire parce qu'ils mettent à croire n'importe quelles informations et rentrent dans des espèces de complotisme. Je sens que les gens qui sont dans ce principe-là, qu'on devrait tous adopter finalement d'empathie absolue avec les victimes, quoi. Mais ça n'a aucun intérêt parce que qu'est-ce que ça changera à la situation d'être soi-même complètement dedans, sinon de devenir soi-même fou. Et donc, pour éviter ça, on essaye de continuer à vivre. Et justement, une des choses qu'on fait... On a la chance aussi de pouvoir travailler et sur des choses qui ne sont pas complètement déconnectées. Je me demande si le fait d'être complètement déconnecté, faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la guerre et puis de revenir ne serait-ce qu'à écouter des informations, il y a cette espèce de choc thermique qui n'est pas non plus très salutaire. Mais on a la chance, nous, peut-être d'autres gens l'ont d'une autre manière, de travailler dans des choses qui peuvent quand même être en relation avec la guerre. Nel, je pense, elle a tout le temps des gens qui viennent lui en parler forcément. Et moi, je travaille dessus parce que j'écris dessus, je prends du recul dessus, on me demande des articles. Donc, on reste dedans, mais avec un certain recul dessus. Et par ailleurs, on essaie de vivre notre vie. On continue à recevoir des amis, mais en tout petit comité, parce qu'il faut connecter avec la vie quotidienne, la vie de tous les jours, la vie d'avant, comme on dit. Parce que sinon, ça dégénère, comme je le disais, de la même manière que les gens qui ne font rien et qui sont là, et qui finissent par péter les plombs, comme on dit. Nous, tu vois, en tant que journaliste, l'une des difficultés qu'on a peut-être... Mais justement, j'allais vous demander, parce que vous êtes vraiment plongé dedans. Donc, on n'a pas ce choc thermique, mais par contre, on n'a aucun moment où on ne pense pas à ça. On n'a aucun moment où vraiment on peut se détacher, où on peut se dire... Enfin, moi, je sais que la guerre, elle est là en permanence. C'est comme quelque chose qui est au-dessus de ma tête, qui est dans ma tête, et qui en disparaît jamais. C'est là dans les nuits, c'est là dans les matins, etc. Et je me dis... Mais la question peut être posée à un journaliste. Comment il fait pour ne pas devenir fou? Est-ce que vous vivez aussi par ailleurs? Est-ce que vous allez prendre un verre? Est-ce que vous faites des choses pour vous déconnecter de ça? Stéphanie. On peut inverser la chose, mais puisqu'on est en conversation tous les quatre. J'étais très embêtée au début de cette nouvelle guerre parce que j'ai senti que j'arriverais plus à parler de géopolitique, d'analyse politique. Je sentais que tout ça n'avait plus de sens. Et pendant les premiers jours de la guerre, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi écrire, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire de ma personne pendant cette guerre. On savait que ça allait être long. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'appelle ça couper des tomates. Je suis revenue j'ai commencé une chronique du quotidien avec des personnages. Et j'ai voulu arrêter de penser à la politique et juste revenir à notre réalité, aux gens. Et ça a été assez thérapeutique. Faire des choses terre à terre, faire des choses très concrètes et très thérapeutiques parce que c'est un ancrage dans quelque chose qui nous sauve parce que ce sont des repères. En fait, cette guerre et ces guerres-là répétitives nous font perdre nos repères et le sens des choses. Et la seule chose à laquelle nous devons aller, c'est se trouver d'autres repères ou bien s'accrocher à des repères qui sont le travail, qui sont les amis, qui sont le tissu social, les gens autour de nous, la famille. Le support social aussi, et couper des tomates est très important, effectivement. On est dans un pays où à la fois on a le retour du même, comme tu disais, Chérif, et en même temps, on a une absence totale de perspective politique. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on accepte l'impuissance? Est-ce qu'on accepte l'impasse? Est-ce que finalement, c'est ça la résilience libanaise? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de changer les choses, de transformer les choses, mais donc de rentrer dans un cirque, dans un chemin où, quelque part, ça va être très difficile de ne pas être atteint à un moment donné, par la folie? Est-ce qu'en tant que Libanais, nous sommes résilients ou résignés? Est-ce que nous sommes tout simplement dans le déni? Moi, je ne veux plus parler de résilience à ce stade. Je veux parler de résignation, déjà. Et entrer dans cette voie et faire quelque chose me paraît impossible. Parce que qui est fou, en fait?
le fou, c'est l'autre, des deux bords. Parce que, en fait, c'est quoi la définition de la folie? C'est quand on a une réalité qui est différente de la réalité. Or, chacun a sa réalité. Et toute autre personne qui pense différemment est folle. Donc, quel est le point commun qu'on va trouver? Et est-ce qu'on va le trouver pour qu'on puisse faire quelque chose et changer quelque chose? D'où, à ce stade, je pense à la résignation, parce que je ne vois pas. Je ne vois pas quel est ce terrain d'entente qu'on va trouver pour qu'on ne perçoive plus l'autre comme étant fou, soi-même déjà, et qu'on ne soit plus perçu comme fou aux yeux de l'autre parce qu'on pense différemment ou bien on a une autre vision, une autre lecture de ce qui se passe. Je pense qu'on est dans une impasse. Naïla, ce que tu dis, donc, c'est que la folie du Liban, c'est qu'on est tous le fou de l'autre. On est quelque part tous le fou de l'autre. C'est fort, ça. Oui, c'est triste parce que là, je vois pas très bien, effectivement. Là. Parce qu'en plus, Naël a dit ça, mais moi, je me rappelle quelques jours avant le soulèvement de 2019, elle disait non, ce n'est pas possible, il va se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Les gens ne sont pas résignés au point de ne pas réagir. Et quelques jours après, c'est arrivé. Enfin, les gens ont réagi. Bon, on sait comment ça s'est terminé. Et là, c'est-à-dire que c'était une option, c'est-à-dire que le peuple tout entier se soulève. C'était une de ces options à laquelle on rêvait tous depuis longtemps. C'est-à-dire qu'une fois, enfin, tous les Libanais, toutes formes, tous les fous ensemble, quoi, se réveillent et revendiquent quelque chose ensemble. C'est arrivé et ça n'a abouti à rien. Et je pense que ça, c'était ça. Je ne sais pas si on mesure encore aujourd'hui, mais peut-être qu'il faudra à un moment donné en mesurer l'impact. L'échec du soulèvement de 2019 bon, il y a le Covid, tout ce que vous voulez, mais je pense, un impact très très fort sur la conscience des gens, sur l'abattement en général, sur la résignation à laquelle on est arrivé. L'espoir. L'espoir. On ne voit tellement pas. C'est ça aussi l'un des grands problèmes, c'est l'opacité de l'avenir. C'est-à-dire que le manque total d'avenir. Il n'est pas seulement dû aussi au fait que nous sommes dans une impasse, mais je pense que le monde entier est dans une impasse aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il se passe chez nous est terrible, mais il y a une toile de fond générale qui est aussi une opacité générale. C'est-à-dire que les dirigeants du monde sont soit totalement insignifiants, soit complètement cinglés, on va dire fous, c'est lui faire trop d'honneur, mais on est dans un monde où on ne comprend plus ce qui se passe. Il y a une absence totale de visibilité des intentions des uns et des autres. Même quand on sait qu'un homme qui dirige la planète n'est pas de notre avis, il dit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais là, on ne peut même plus être pas d'accord avec lui, parce qu'il dit la chose et le lendemain, il dit le contraire. Donc on ne sait plus, on n'arrive plus à prendre position. On ne sait plus où on en est. Quand on ne sait plus où on en est, c'est à la limite c'est le seuil du moment où on perd les pédales, quoi. On pourrait poursuivre, je crois, cette conversation avec vous pendant des heures, mais malheureusement, on doit bientôt passer à la deuxième partie de l'émission. J'aimerais juste vous poser une dernière question avant qu'on s'arrête. Vous avez commencé tout à l'heure par nous dire on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on continue, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que vous restez? Qu'est-ce qui fait que pour l'instant, vous vous dites pas ce pays est foutu et quoi qu'on fasse, de toute façon, on le sauvera jamais? Je préfère personnellement rester dans ce pays foutu, être foutu avec ce pays, que d'aller essayer de trouver un ancrage quelque part d'autre et recommencer, oui, quelque part d'autre. Et je ne suis même pas sûre que je vais pouvoir me retrouver. Donc, je préfère me retrouver dans cette folie qui est devenue familière que dans quelque chose que je ne connais pas du tout et je n'ai pas envie, en fait. Oui, parce que là, ça peut être une réponse qui semble dire que, bon, de toute façon, pour foutu, autant rester. Mais il reste quand même que ce pays, on est quand même encore attaché parce qu'il nous a offert une qualité de vie, il nous a offert des espoirs, il nous a offert des choses magnifiques. Nos enfants, ils sont très attachés aussi. C'est-à-dire peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on ne veut pas partir, c'est qu'on sait que nos enfants, eux, ont envie d'y revenir ou d'y vivre. Donc, on essaye de rester pour leur permettre de venir et peut-être eux de faire quelque chose un jour pour le sauver. Naïla et Cherif Mejdalani, merci beaucoup de nous vous. avoir rejoints Merci ce soir. On va poursuivre cette émission pour la deuxième partie. On accueille avec nous ce soir Khaled Mouzanar. On a également avec nous Mathieu Chédid depuis Paris, depuis Seine-et-Marne. Khaled, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Khaled, vous êtes compositeur, producteur. Vous avez réalisé de nombreuses bandes originales de films. Vous avez également créé votre festival de vin et de musique. Je vais lancer, t'as raison. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous nous entendez? Ouais, super. Et vous? Oui, on vous attend.
Vous êtes Exactement. le fils du chanteur Louis Chédid et le petit-fils de l'écrivaine et de la poète André Chédid. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Ravi. Bonsoir, Mathieu. Khaled Mathieu, déjà. Bonsoir Alain. Merci beaucoup d'avoir attendu patiemment et d'avoir Bah pris non, ça- le temps d'écouter cette conversation. Je voulais commencer avec vous, Khaled, parce que je vous regardais à plusieurs reprises pendant la discussion et je sens que c'est quelque chose qui vous parlait énormément. Vous aussi, comme de nombreux Libanais, vous êtes un enfant de la guerre. Donc, peut-être première question, est-ce que vous avez envie de rebondir sur la conversation qu'on a eue? Vous, de votre côté, comment vous faites pour ne pas devenir fou? Oui, en écoutant la conversation, j'ai revu toute. Je suis né en 74, quelques mois avant le début de la guerre, et j'ai connu toutes les étapes de la guerre civile. Et après coup, je me suis souvent demandé comment mes parents ont fait pour nous laisser grandir dans cet environnement alors qu'ils pouvaient partir. Pour quelles raisons? Et Vous leur avez demandé? ils ont osé nous envoyer à l'école sous les bombes, nous mettre dans les abris. Enfin, maintenant que je suis père, c'est des questions qui m'ont beaucoup taraudé. Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont restés dans avez cet compris? environnement? Et surtout que, enfin, je les ai traités de fous, mais maintenant je me retrouve dans la même situation. Je suis père de nouveau et mes enfants vivent la même chose. Et donc, c'est quoi cet aimant? Il y a sûrement quelque chose de très fort dans ce pays qui a fait qu'on reste malgré tout. Je ne sais pas, est-ce que c'est un nationalisme mal placé ou bien placé, je n'en sais rien. Est-ce que c'est la famille, le climat En fait, la guerre s'installe de manière pernicieuse sans qu'on s'en rende compte, en fait. Elle commence et on se dit, ah oui, c'est quelques semaines. Puis on se dit, oui, dans quelques mois, ça va finir. Comme quand on nage, je sais pas moi, au bord d'un rivage et qu'il y a un courant qui nous emmène et qu'on regarde la côte, on se dit, on va pouvoir nager, ça va, la côte est encore proche et sans se rendre compte, on est emmené en pleine mer avec l'impossibilité de revenir. Et c'est comme ça que la guerre s'installe, en fait. On ne se rend pas compte. On se dit, ça va finir, et puis ça finit pas. Et il y a autre chose aussi. Je pense qu'il y a une folie dans la guerre qui fait que c'est vrai que là, c'est lourd à porter, c'est vrai que... Et c'est là où je me suis rendu compte, là, quand la guerre a de nouveau recommencé. En fait, je suis comme un poisson dans l'eau quand il y a la guerre. Vous avez vos repères. J'ai mes repères, je sais comment réagir, c'est pas que je suis bien, mais c'est mon élément. Je suis tombé dedans comme Obélix. En fait, il y a un sentiment où la dépression ne s'installe pas quand on est dans un état de survie et d'urgence. La dépression est un luxe. Il faut qu'il n'y ait rien pour qu'on déprime. Donc, quand on est dans cet état, on est aussi dans un état de survie permanente où notre cerveau n'est pas occupé à se projeter dans l'avenir lointain, mais dans l'immédiateté. Et c'est ce qui fait qu'on est bien aussi des fois. Et c'est ce qui fait que quand je voyage, je vis dans un pays entre guillemets normal, je me lasse vite de la normalité. Voilà, donc et je me retrouve à éduquer mes enfants dans un pays en guerre, mais c'est peut-être pas si mal pour eux parce que je suis assez pessimiste sur l'avenir de la planète et je pense que c'est une bonne école pour des jeunes de vivre ce grand conflit de la diversité. Pour comprendre à quoi le monde va ressembler. Oui, ils auront les bons réflexes dans le monde de demain. Je pense. Enfin, je me donne bonne conscience, en tout cas, en essayant de penser que je leur fais pas du mal en les éduquant dans un environnement pareil, comme quand un organisme biologique qui est dans un environnement hostile, ou bien il meurt, ou bien il évolue, il devient meilleur. Et j'espère que le Libanais de demain sera meilleur. Khaled, vous étiez enfant ou adolescent, vous dites que vous avez été sauvé grâce à un Walkman. Oui. Vous étiez dans un abri, vous écoutiez Abba. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça c'est une histoire d'ailleurs que Mathieu connaît. On était en train de... C'était au début de la guerre d'Ukraine, en fait. J'étais en studio avec Mathieu, on enregistrait le jour de la sortie de son album
Rivalité. Oui. Tu t'en souviens, Mathieu? Très bien. On était toute la nuit en studio en train d'enregistrer un projet qu'on est en train de faire, qui est un film d'animation qui s'appelle Le monde va à la guerre et moi j'en reviens. Oui. Qui est un projet que j'ai écrit sur la mémoire de la guerre. Et à la sortie du studio à 3h du matin, Mathieu j'ai senti que Mathieu était un peu perturbé. Je dis, Mathieu, qu'est-ce que tu as? Il me dit, écoute, je sors mon album Rivalité ce soir, et la guerre en Ukraine et en Europe est là depuis 10 jours. Et je me demande, est-ce que j'ai le droit de parler de ça, de parler de choses positives alors qu'il y a la guerre? Et il a senti ça pendant qu'on travaillait Le monde va à la guerre et moi j'en reviens. Et c'est là où j'ai raconté cette histoire qui m'est arrivée quand j'avais 13 ans. Et il y avait la guerre entre le Michigan et les forces libanaises. Et on a fui le 3e jour de guerre, on était coincés à Chafiyeh, on a fui Beyrouth avec mon père, ma mère, ma sœur, les voisins, on s'était tous entassés dans une voiture. Et on a été arrêtés en pleine fuite dans la région de Daoura, entre les deux feux des belligérants. Et la voiture était sous les feux des balles et des bombes. On sort de la voiture, on court vers un abri, vers un immeuble, et on descend les escaliers. On se retrouve par miracle en face d'une porte d'un abri. On tape à la porte, un monsieur nous ouvre la porte, il s'appelait Raji. Il ouvre la porte souriant et on tombe sur un abri où il y avait des dizaines de familles, sur des matelas, etc. Ce monsieur nous fait rentrer, il nous accueille et je m'endors à 3h du matin sur les genoux de mon père qui discutait avec ce monsieur. 3h30 du matin, je me réveille avec une explosion énorme et les cris des enfants et de la femme de Raji qui crie. En fait, Raji avait ouvert la porte pour fumer une cigarette et une bombe était venue, elle l'avait déchiquetée. Donc j'avais 13 ans, j'entendais le bruit des bombes qui n'arrêtaient pas, j'entendais la femme et les enfants de Raji qui étaient déchirés de malheur et le pire, les bruits des chats qui se disputaient sa chair. Et c'était insoutenable, c'était voilà, c'était la fin de l'humanité pour moi. Et là, je me souviens que j'avais un Walkman dans les poches. Et je prends le Walkman, je le mets sur mes oreilles, et j'avais une cassette d'Abba. Et je mets play. Et pendant tout le reste de la nuit, j'ai été transporté dans un autre monde. Il n'y avait plus ni la guerre, ni les cris, ni les pleurs. J'étais dans un autre monde. J'ai fermé les yeux. Et cette cassette de Abba m'a sauvé. Et c'est ce que j'ai dit à Mathieu. Si ta musique qui est positive va sauver un enfant maintenant en Ukraine, ou je ne sais pas où, elle a un sens. Vous le voyez pas, mais on est tous... Je crois qu'on est tous bouleversés après cette histoire. C'est un peu difficile d'enchaîner et Mathieu, j'en suis désolé, mais je voulais me tourner vers vous désormais et vous demander, vous, par rapport à cette conversation, par rapport à la folie, par rapport à cette guerre que vous vivez à distance et peut-être que parfois c'est même plus difficile de la vivre à distance. Comment vous allez, comment vous sentez, comment vous l'avez vécu? On est désemparés puisqu'on est effectivement à côté de, on n'est pas dans l'expérience vécue, on est à côté, donc on est plus que compatissant. Et c'est vrai que j'ai la chance de voir Khaled revenir de temps en temps à Paris et de me reconnecter à lui. Donc je vis cette guerre par procuration à travers Rima, Khaled et d'autres amis libanais. Mais moi je crois que j'ai pas les mots, j'ai plutôt l'émotion et puis l'idée d'être vraiment corps et âme avec ce peuple et avec mes amis. Parce que c'est vrai que moi je pense à ma grand-mère, je pense à mes origines, et à la fois le Liban m'inspire que de la beauté, de la poésie, de la douceur, de l'intelligence. Donc c'est vrai que c'est ça que je garde dans mon cœur. C'est ma fonction, quoi. Je suis là pour ramener de la lumière, de la douceur, de l'amitié aussi à travers le Liban et mes origines qui sont très très présentes en moi, quoi. Et à travers ma grand-mère, à travers mon grand-père, à travers mes arrière-grands-parents, etc. C'est vraiment ma source et je me sens très proche. Et à la fois, je peux pas parler de cette guerre parce que je pense que quand on n'a pas vécu l'expérience, on en est, on est à côté, quoi. Je sais pas, j'aurais pas les mots, je serais pas capable j'aurais pas de pertinence, j'ai l'impression, à parler de ça. Il y avait cette scène donc au début de la guerre en Ukraine avec Khaled où vous sentiez une espèce de malaise de continuer à créer alors qu'il y avait des gens qui mouraient sur les bombes. Aujourd'hui,
continuer à composer alors qu'on voit les images au Liban? Est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un moteur? Je pense que Khaled m'a vraiment convaincu de cette fonction, quoi, encore une fois, de faire de la musique, de ramener de la poésie dans ce monde, de ramener de l'harmonie. Je pense que c'est essentiel et c'est des exemples d'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de voir de l'humanité inspirante et je dirais que c'est peut-être aussi tant qu'on a l'inspiration et qu'on a des choses à donner, je pense que il faut justement Khaled parle beaucoup de survie et moi j'entends dans survie effectivement être sur la vie, quoi. Être sur le fil de la vie, être je dis pas au-dessus de la vie mais sur la vie, quoi, être ancré dans le présent et je pense que voilà, encore une fois, j'ai pas je n'ai pas vécu la guerre, mais par procuration, j'ai l'impression que l'art et la musique, la légèreté est essentielle, j'ai l'impression. Enfin, Khaled me l'a vraiment transmis comme ça et j'y crois fort. Ce soir, Khaled et Mathieu, vous êtes venus avec un cadeau, un morceau exceptionnel. C'est la première fois qu'il est diffusé au public. C'est un morceau qui a une histoire un peu spéciale. Khaled, comment est-ce qu'il est né ? Oui, ce morceau s'appelle Je dors. C'est un morceau que j'avais écrit quand j'avais 20 ans. C'était à la sortie de la guerre libanaise. Où, en fait, la guerre n'était pas... Il y a eu comme quand j'avais 20 ans, on avait senti une cessation des hostilités, mais pas une fin. On avait toute notre enfance rêvé d'un Liban après la guerre, tel qu'il allait être... avec de l'urbanisme, de la prospérité, du tourisme, de la culture, etc. Et puis tout d'un coup, la guerre s'est arrêtée, mais elle n'est pas finie. Elle n'était pas finie. Et rien de tout ce qu'on avait rêvé n'était arrivé. Et ça m'a mis dans une profonde déprime de jeunes qui rêvaient d'un avenir autre. On est au début des années 90. On est au début des années 90, tout au début. Et j'écris cette chanson qui s'appelle Je dors. Et où, en fait, je ne voulais être ni complice, ni témoin de ce qui se passait. Donc, je me réfugiais dans le sommeil. Quand tout combat dehors, quand les gens s'assassinent, quand les héros se débinent, moi je dors, etc. Et voilà. Donc, c'était une fuite une fuite face à cette réalité qui est face au sentiment que je n'arrivais pas à changer les choses et que je ne pourrais changer les choses. Et 10 ans après, j'étais en train d'écrire la musique du film Caramel. Il me manquait un thème pour la fin du film. J'étais en manque d'inspiration et je me suis souvenu de ce thème que j'avais écrit. Et donc j'ai donné l'instrumental de Je dors à Tania Saleh, qui est une poète extraordinaire, et elle a écrit un texte dessus qui s'appelle Mreite Mreite. Donc cette chanson est devenue connue grâce au film Caramel, Mreite Mreite, mais personne ne connaît Je dors. Et quand Mathieu est venu au Liban il y a 2 ans, on l'a chanté ensemble en concert, où on a mélangé ces 2 versions, Je dors et Mreite Mreite, avec Lynn Adib aussi, qui est une magnifique chanteuse. Et j'aimerais profiter pour aussi, c'est évidemment à travers le contexte actuel, et cette chanson évidemment résonne beaucoup, mais c'est une façon aussi de parler, j'aimerais parler en tant que compositeur de musique, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Khaled et Nadine, c'était un enchantement, mais Khaled m'a fait découvrir son univers en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Et c'est vrai que je suis tombé sous le choc quand il m'a fait écouter toutes ces chansons sublimes, quoi. Et c'est vrai que donc cette chanson fait partie d'un répertoire assez incroyable. Et sincèrement, quand j'ai découvert Khaled, j'avais l'impression de découvrir, je sais pas, effectivement un grand auteur, quoi, un grand artiste, ce qu'il est déjà, hein, parce que les gens le savent déjà, mais les gens connaissent moins sa part de chansonnier, quoi, j'ai envie de dire, et c'est inouï, quoi, les chansons qu'il écrit. Donc ça, c'est une façon de rentrer dans cet univers-là qui, pour moi, est incroyable. Merci, Mathieu. Écoutons cet univers, justement. Quand tout combat dehors, quand les gens s'assassinent, quand les héros se débinent, moi je dors. Je dors, oui je dors. Quand on traîne des corps à pendre et pire encore, quand
la mort se dessine, moi je dors. Je dors, oui je dors. مرايتي يا مرايتي راح احكي لك حكايتي قوليلي انا مين انتي انا وانا انتي مهما كبرتي وتغيرتي بعيوني انتي الستي. Quand les roses vont éclore sur la frileuse usine que la nature piétine et vomit en dehors, je dors, oui je dors. Quand le temps me dévore, qu'il me jette tous ses sorts, quand la mort me devine, moi je dors. Je dors, oui je dors. مرايتي يا مرايتي راح احكي لك حكايتي قوليلي انه انا احلى وحدي فيهن انعم وحدي فيهن شوفيني وما تشوفيهن يا. Quand les forces divines ne sont que métaphores, quand les plus grands s'inclinent, se courbent et puis implorent, je dors, oui je dors. Je vis dans les décors de mes nuits cristallines et mon sommeil m'honore, moi je dors. Je dors, oui je dors. مرايتي يا مرايتي راح احكي لك حكايتي قوليلي انا ليه شعري من وشر خصري من وصر وتمي منه اكبر يا مرايتي صوب يزور صالح بتأصل الغرام قولك حلو الحرام مع فستان السهرة يا مرايتي شوفيني. يا مرايتي يا Il est magnifique ce morceau. Alors, on l'a enregistré, ce morceau, à 3h du matin. C'était la veille du départ de Mathieu à Paris, quand il était là il y a 2 ans. Et c'était le dernier avion avant la fermeture de l'aéroport et le début de la guerre, oui, c'est vrai. en 2024. C'est vrai. Et on a fait 3 prises, et ça, c'était la 3e. Et voilà, sans correction, sans rien. C'était incroyable. Un moment magnifique. Avec Lynn Dib aussi. Et voilà. Ouais, incroyable. Oui. C'est un texte que vous écririez encore aujourd'hui, c'est-à-dire face à cette nouvelle guerre, vous diriez que vous dormez encore? Non. J'ai dit à mon fils, je ne dormirai plus. Pour lui, pas pour moi. Avant de lui donner un pays où il peut vivre bien. C'est un peu le sentiment que je peux avoir moi, par contre, effectivement. De dormir? Vous voulez dormir? Bah oui, parce que c'est vrai qu'on est encore une fois dans une vie parallèle, quoi. Donc nous, on dort pendant qu'il se passe des choses incroyablement terribles chez vous. Donc je sais pas si on va parler de culpabilité, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une sensation qui est très dérangeante, quoi, de pouvoir se dire qu'on reste paisible dans des moments comme ça. Khaled, je suis désolé d'insister sur cette question, mais elle m'intrigue beaucoup. Comment on fait pour plus dormir? Je suis très impliqué, corps et âme, pas dans la politique libanais, mais dans le problème libanais, intellectuellement et enfin artistiquement, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on essaie de faire à partir d'ici.
justement de ne pas partir, de produire des films, de faire de la musique, de produire des films à nous et d'autres films à partir d'ici, de ramener les équipes au Liban, de faire de la musique au Liban, et aussi d'essayer de réfléchir avec beaucoup d'intellectuels et de groupes sur les solutions, parce que le problème du Liban n'est pas insolvable, mais il faut juste regarder et essayer de chercher quels sont les vrais problèmes et qu'on a malheureusement pas abordé jusqu'à aujourd'hui. Le problème du Liban est un problème de gestion de la diversité. Et c'est un problème qui est le problème de la planète du futur. C'est pour ça que je te dis, je vous avais dit que on vit aujourd'hui ici ce que la planète aura comme problème dans le futur. Parce que la planète, le village global aura un problème de gestion de la diversité. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et on n'est pas en train d'aborder ce problème tel quel. Parce qu'il y a des solutions techniques. Et d'ailleurs, quand j'avais 20 ans, j'ai quitté la musique. Enfin, en parallèle, j'ai été étudier le droit pour essayer de comprendre comment on gère la diversité légalement. Il y a des solutions, mais on essaye de les éviter et de les fuir pour l'instant. Je crois que cette conversation, elle méritera une émission en soi, parce que est-ce qu'elle mérite, elle la mérite largement. Pour conclure cette conversation, Mathieu, vous avez choisi de nous partager ce soir un morceau qui vous est très cher, en direct depuis Paris ce soir pour les auditeurs de Laurent la nuit. Vous allez nous jouer l'iconique morceau M, qui est un texte qui a été écrit par votre grand-mère André Chédid. Exactement. C'est une chanson c'est la première chanson que j'ai écrite avec ma grand-mère et je lui ai demandé c'est toute une petite histoire, mais on voulait faire ça depuis longtemps et puis ça remonte à il y a maintenant 25 ans, mais et dans une émission de radio d'ailleurs, on lui a posé une question, genre on m'a appelé, on m'a demandé qu'est-ce que vous pourriez demander à votre grand-mère et je lui ai dit est-ce qu'on pourrait faire une chanson ensemble. Elle m'a demandé un thème et je lui ai dit M effectivement. Et à l'époque, c'était l'époque des fax, elle m'a faxé le texte Je dis M dans l'heure, quoi. Et donc, j'avais une mélodie, et effectivement, c'est devenu une chanson. J'ai le méninge nomade, j'ai le miroir maussade. Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis du sphinx dans mon rimeur. Paris au fil du cœur. Du Nil dans mes veines, dans mes artères coule la Seine. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Je dis M. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Je dis Je dis M. On va se quitter sur ces quelques mots.
L'Orient la nuit, c'est fini pour ce soir. On va refermer cette parenthèse. Merci à vous, Mathieu. Merci, Khaled. Merci à vous, Mathieu. Merci pour tout. Hein. Merci pour ton amour au Liban, hein, et ton amitié.